Le plus impressionnant, c'est l'ampleur de la performance. C'est d'avoir réussi à faire tout le quartier comme ça. Et quand la peinture s'inscrit ensuite dans la ville, avec les gens qui vivent, avec le petit marché en bas, avec les commerçants, les gens qui passent, ça devient une œuvre d'art, une œuvre d'art gigantesque. Ici, vu qu'on est dans un état, entre guillemets, dictature, quand l'État décide de faire quelque chose, il le fait. Je suis dans un pays aux richesses culturelles et historiques incomparables. C'est ici qu'on a inventé les nouilles, la poudre à canon et le petit livre rouge. Ça va mon petit lapin? Avec nos a priori d'occidentaux, comment imaginer qu'ici aussi il y a une vie underground et que des graffeurs et des street artistes s'expriment sur les murs des villes? C'est pourtant cette face cachée de l'Empire du Milieu que ma curiosité m'a poussé à venir ici explorer. En tout cas, voilà déjà ma première surprise, les dieux des portes chinois qui vont m'ouvrir les portes de celle-ci. Ciao, go! Sao Kong! Tiananmen, c'est vraiment le cœur de Pékin, le centre de l'Empire du Milieu. On s'en souvient en Occident à cause des événements qui ont eu lieu en 89. Notamment cette image du type qui agitait les bras pour arrêter une colonne de chars. Mais cette fois, je ne vais pas vous parler politique. Si je continue dans cette direction-là, et que je passe cette porte, je rentre au cœur de la cité interdite. Alors là, on va faire demi-tour direct. On va aller dans la banlieue de Pékin pour découvrir des artistes qui s'expriment aujourd'hui sur ces murs. Bien que Pékin compte près de 22 millions d'habitants, on y dénombre pas plus d'une quinzaine de graffeurs actifs. J'ai rendez-vous avec Nato et Biscuit pour faire un mur en ville. J'imagine que ça ne doit pas être là parce qu'il n'y a pas de mur. Mais là, il y a du mur, donc on va tenter. Là, je suis au cœur de Pékin. Et pourtant, je pourrais être dans n'importe quelle partie du monde un peu tagué, graffé, parce que c'est les styles qu'on a partout dans le monde. Des tags New York, des flops New York Europe. Style 3D, donc un peu semi-réaliste 3D. Ah voilà, c'est ça. C'est exactement ça que je venais voir, du chinois. Utilisation de calligraphie, lettrage en idéogramme chinois. Et ça, c'est Quan Yin. Aussi étrange que cela puisse paraître, les graffeurs du Quan Yin clan sont pratiquement les seuls à utiliser les caractères chinois pour élaborer leur lettrage. Même s'ils restent très new-yorkais dans leur manière de peindre, leurs graffitis font toujours référence à leur culture. Tu lui as mis des Nike, une bombe, le pinceau dans une main, la bombe dans l'autre. Le moderne et l'ancien qui se lient pour créer un art nouveau. Salut, ça va? Il est là. Ça va bien? Mais il est immense, votre mur. Hein. C'est le plus grand mur de graffiti de Pékin. C'est aussi le seul endroit autorisé pour peindre. Et on va repasser là alors, parce qu'il y a déjà des trucs sur le mur. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on repasse. On se recouvre nous-mêmes.
Regarde, la peinture se décolle. J'ai jamais vu un graffeur français aller peindre dans un terrain avec un bouquin d'antiquité française. Spécificité du pays, voilà. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de puiser ses sources d'inspiration, pas seulement dans le graffiti. Des graffeurs qui vont copier des graffeurs, on tourneront à force. Alors qu'aller chercher dans des choses plus anciennes et les remettre au goût du jour, en quelque sorte, c'est beaucoup plus riche tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas énormément de murs autorisés à Pékin. Donc ils voulaient un endroit calme où on n'ait pas de problème avec la police, donc ils ont choisi un mur qui avait déjà été fait. C'est pour ça que le truc très important chez le graffeur, c'est son appareil photo, parce que tout ce qui va lui rester à la fin, c'est une photo. Des souvenirs et une photo. Il y a du graffeur là, ça doit être le reste de la troupe qui nous rejoint. Salut. Ni hao. Ni hao. Dao. Nan. Nan? Dao. Dao, yeah. Ok. Pleased to meet you. Julian. Ah, c'est la meilleure bombe. Ah. C'est bon, hein? Yeah, nice. On dirait du bonbon. Yeah, sweet. Le graffiti est apparu en Chine il y a seulement une dizaine d'années. Tout a commencé à Shenzhen, alors influencé par Hong Kong, puis dans les grandes villes du sud du pays. Aujourd'hui, peindre des murs à la bombe reste une activité marginale, bien que l'on retrouve des graffeurs dans toutes les mégalopoles chinoises. Même si le Quanwing Clan n'a que 4 ans d'existence, j'admire l'intelligence de ses membres, pour qui peindre consiste à explorer la fusion entre graffiti et art chinois. Mon idée est de faire sortir mon graphe ici, Yeah. comme si c'était son âme. Bah, je peux faire quelque chose qui sort et vous passez au-dessus. Comme ça, on mélange tout. Je crois que c'est la meilleure solution parce que si on fait comme ça, ça va vraiment pas le faire. Là c'est le début, chacun est dans son trip, chacun est dans son truc. Et quand arrivent les derniers moments, là on réunit tout et toutes les énergies se concentrent. Ça y est, vous avez fini? J'aime vraiment bien ce que tu as fait. Thank you. Merci. On a réussi à connecter la Chine du Sud et la Chine du Nord avec Pékin. C'est des styles complètement différents. Et là on le voit, hein. Eux c'est déjà plus carré et rigide et eux ils sont complètement fous dans un délire artiste. Et demain on peut faire un truc ensemble alors? Demain, on va faire des collages en papier. On va peindre des posters chez nous. Un poster? Oui, qu'on ira ensuite coller sur un mur. T'as oublié de lui faire les moustaches. Vous aimez bien? Oui. Parce que je vous vois depuis tout à l'heure qui prenez des photos. Vous êtes restés toute la journée.
Oui, je prends ces photos pour mes enfants, car ils n'ont jamais vu de graffiti du début à la fin. Vous voulez peindre? Non, moi je ne saurais jamais me servir de ce truc. Maintenant, mes enfants sauront comment faire. Et voilà, ça y est, je me suis fait une copine. Voilà, le mur est fini et j'ai la chance que Nato, vu que moi je ne suis pas un pro en chinois, me fasse un tampon de mon nom. Désormais, tu fais partie du Kuan Yin clan. I'm Kuan Yin. Thank you. Ça y est, je viens de rentrer dans le premier groupe chinois. Tiens. J'ai envie de voir ce que font Nan et Dal, parce qu'ils ont une façon de peindre qui est complètement différente des autres. Et leur travail était plus autour de la forme, autour des couleurs, autour de la dynamique. Et en Chine, YouTube et Facebook sont interdits. Il reste un site qui est passé entre les mailles du filet, c'est Flickr. Ils ont un style à eux qui est complètement fou, à moitié organique, végétal, ça part dans tous les sens. C'est excellent que je puisse peindre avec eux demain. C'est au cœur du 798, une usine de la banlieue de Pékin reconvertie en centre d'art contemporain, que je retrouve Nan et Dal dans leur atelier. Originaires de Wuhan et de Shenzhen, Nan et Dal se sont détachés du graffiti classique pour se rapprocher de l'art contemporain. Ils s'expriment aujourd'hui de manière très personnelle, aussi bien sur les murs des galeries d'art que sur ceux des villes. Donc là, on est dans un petit restaurant où Nan et Dal m'ont invité, dans un quartier un peu gangster de Beijing. Faut mettre ça. De l'estomac de vache, spécialité locale. C'est dégueulasse. On dirait du vieux caoutchouc. Ah, c'est pas bon. What you do? Ce que vous faites, j'ai l'impression que c'est plus tellement du graffiti. C'est plus avant-gardiste, non? Le graffiti, c'est une manière de faire. Nous, on s'intéresse un peu à toutes les formes possibles. J'imagine qu'à 20 ans, on ne trouvait pas de gens comme vous en Chine. Oui, c'est sûr. Je pense que ça a pas mal changé. Mais est-ce que tu penses que vous êtes la première génération d'artistes chinois à vivre la vie que vous voulez? C'est vrai que nous sommes à un tournant. Mais est-ce que tu te sens vraiment libre de faire ce que tu veux? Non, non, pas vraiment. Seul mon esprit est libre. Si on se fait prendre en train de peindre, soit ils nous font nettoyer, soit on doit payer une amende. Ça peut même aller jusqu'à la prison. La Chine est devenue un immense chantier où les quartiers populaires et traditionnels, les hutongs, sont démolis. Ces no man's land sont des lieux de prédilection pour les performances artistiques de Nan et Dal. On vient de passer le gardien à l'entrée et là, ils vont faire leur graffiti sur les dernières maisons du Hutong. Il y a les immeubles ultra modernes derrière et là, c'est les derniers Hutongs de la capitale. Et en fait, il y a des gens qui ont refusé de partir parce qu'ils n'acceptaient pas
l'argent que leur gouvernement leur donnait pour partir et qui habitent encore ici. Oh, il y a un type qui est en train de passer là, juste derrière toi. Il n'a pas l'air content. Vous habitez ici, monsieur? Oh, yeah. Yeah? Et pourquoi c'est détruit comme ça, cet endroit? Ils vont construire un jardin public. Et vous allez aller où alors? Dans un appartement, ailleurs. D'accord. Et vous déménagez quand? C'est pour bientôt. Et ça vous fait quoi qu'il y ait des gens qui viennent peindre là, comme ça? C'est pas la première fois que je vois ça. Au moment des Jeux Olympiques, plein de jeunes le faisaient. Moi, ce qui me fait marrer là, c'est qu'ils sont en train d'inventer un langage à eux. Ils ont fait leur poster toute la journée. Maintenant, ils sont en train de les mettre sur le mur. Ensuite, ils vont rajouter de la bombe. Et tout ça dans cet endroit surréaliste. Ouais, c'est un peu tendu parce que ça a beau ressembler à un terrain vague de Belleville. On est quand même en Chine. Il y a des gens qui habitent encore ici. Et ce qu'on est en train de faire, c'est illégal. Il y a Dal qui vient de finir son collage. Là, on va faire celui de Nan maintenant. Donc, on a choisi un mur à côté. Et voilà. C'est là que ça prend tout son sens. Cette fleur, elle signifiait quelque chose dans l'atelier. Mais là, sur ce mur, dans cet endroit complètement ravagé, elle prend toute sa dimension. Il ne se contente pas seulement de faire son collage, il rajoute aussi des choses à la bombe. Là, il vient de mettre son tag, mais le fait de faire des coulures, ça permet d'ancrer le collage vraiment dans le mur. Là, il fait partie du mur. On a l'impression qu'il l'a peint directement dessus d'ailleurs. Si la Chine est devenue la seconde puissance mondiale, je vois dans ces ruines les conséquences de son développement. Aujourd'hui, c'est l'identité même du pays qui risque d'en souffrir. Pour mieux comprendre ce problème, je dois absolument rencontrer un des artistes chinois les plus controversés, dont l'œuvre parle de destruction et de la perte de mémoire, Zhang Dali. Sculpteur, peintre, photographe, performeur, Zhang Dali expose dans le monde entier et fait aujourd'hui référence en matière d'art contemporain. C'est depuis Kesharing et Jackson Pollock le seul artiste à avoir fait la couverture du fameux Times Magazine. Sa série de portraits d'anonymes composés de symboles AK-47 est l'une des plus emblématiques de son œuvre. Pourquoi vous écrivez AK-47? C'est l'arme. Kalachnikov. J'utilise souvent ce symbole comme une arme pour la pensée, pour mieux dénoncer les violences corporelles. Zhang Dali n'est pas un artiste contemporain comme les autres. Il s'exprime depuis les années 90 sur les murs de Pékin. C'est le pionnier du street art chinois. Vous avez été le premier à peindre comme ça dans la rue à la bombe? Oui, absolument. Tout a commencé par un simple trait à la bombe représentant son profil. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Vous aviez vu les choses aux États-Unis ou en Europe? Ou vous avez eu l'idée de vous-même de faire ça? J'ai vécu en Europe, où j'ai pu voir des graphes, des murs peints, notamment en Italie, à Bologne. Qu'est-ce que ça représente exactement? D'abord, ça me représentait moi, de profil. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu un logo plus abstrait.
Et vous avez commencé à les faire sur les murs, dans les quartiers de Pékin, dans les Hutong, c'est ça? Jusqu'en 1998, je ne faisais que des graffitis, principalement dans les Hutong, les quartiers populaires. Puis les autorités ont commencé à raser les maisons, à détruire ces quartiers. Et les graffitis ont fini par disparaître. Comme tu peux le voir, il y avait d'énormes trous sur certains murs. C'est ce qui m'a donné l'idée d'en percer moi-même. On a l'impression que c'est le cerveau du personnage, enfin ses pensées, et que derrière cette destruction, il reste quand même quelque chose de la Chine traditionnelle. Selon moi, ce n'est pas la peinture qui est intéressante. C'est le message politique qu'elle délivre. Avant à Pékin, il y avait plein de très belles maisons dans les Hutong. Aujourd'hui, elles ont disparu. Il n'y a pas que les artistes qui sont en colère. Les gens d'en bas sont parfois bien plus véhéments à l'égard du gouvernement. Quand la police a voulu déloger les gens, certains Pékinois n'ont pas hésité à s'immoler. Si Zhang Dali est sensible à ce problème, c'est parce qu'il fut l'une des premières victimes de ces expulsions forcées. Le fait de peindre vos visages sur le mur des Hutong comme ça en démolition, c'est aussi un moyen de porter l'attention sur cette démolition, de l'immortaliser en photo. À travers mon art, j'exprime aussi mon opinion personnelle. C'est très militant. Je ressens toujours la même chose quand je suis ici. Je ne suis pas grand-chose face à ces destructions. Mais c'est un honneur pour moi que de peindre sur ces murs. Là, on vient d'être témoin d'un morceau de l'histoire de l'art en Chine, parce que Zhang Dali, c'est quand même le premier graffeur chinois. Et il fait ses têtes maintenant depuis 18 ans. Ici, dans un an, il y aura une tour. Mon travail est en prise directe avec les problèmes de la société chinoise. Et s'il se passe quelque chose à Pékin, je me dois de réagir vite avec mon art. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Rentrez chez vous? Mais c'est ici, chez moi, même s'il n'y a plus ma maison. Voilà la réalité. Excuse-moi, Julien. Je ne sais plus quoi dire. Cet endroit me serre le cœur. Allez, on s'en va. Comme cette vieille dame, ils ont été plus de 600 000 à être expulsés à l'aube des Jeux Olympiques de Pékin. Ces quartiers vieux de plus de 500 ans représentent la réalité historique de la Chine. Leur destruction reviendrait pour nous à raser des quartiers médiévaux pour y construire des centres commerciaux. Ni hao. One ticket. Je décide de faire une pause dans l'un des rares endroits paisibles de Pékin, le parc d'Yitan. Tout est écrit en chinois, là, je sais pas où je suis, c'est de la taille d'une ville. Tous les matins, les personnes âgées se donnent rendez-vous ici pour pratiquer toutes sortes d'activités.
Je ne suis pas venu pour une séance de tai chi. Ce qui m'intéresse, des artistes surprenants, les calligraphes de l'éphémère. Bonjour. On allait au Tichou. Je cherche les calligraphes. Ah, ils sont par là, juste un peu plus loin. Ces artistes pratiquent la calligraphie à même le sol avec des pinceaux éponges imbibés d'eau. Ils s'exercent en écrivant des poèmes, des proverbes ou simplement des idéogrammes complexes. Mais cette tradition n'est pas millénaire. Il y a seulement une dizaine d'années qu'elle s'est répandue dans les parcs chinois grâce à des retraités voulant conjuguer exercice physique et intellectuel. Moi, je sais pas faire. C'est pas évident. Hein. Ah, celui-là. Celui-là? Comme ça? Le vôtre, il est plus beau. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Parce que j'ai l'impression que ça vous donne une seconde jeunesse. Oui, c'est ça, une seconde jeunesse. Je suis mieux ici qu'à rester chez moi. Quand j'écris, je concentre toute mon énergie sur la main jusqu'au bout du pinceau. Garder la forme, c'est dans notre mentalité. Toi, quand tu écris, je vois bien que tu n'es pas dans le même état d'esprit. Mais vous faites aussi sur du papier chez vous, pour vous, ou que à l'eau, comme ça? Oui, bien sûr. Ce que je fais ici, c'est un entraînement. Voilà pourquoi ça doit s'effacer. Ici, c'est un espace public, alors on ne peut pas tous laisser des traces. Là, on comprend toute l'importance du geste dans la calligraphie quand on regarde ce monsieur en train de dessiner ses lettres. C'est une vraie gymnastique. On dirait du tai chi. Toutes les lettres ont une décomposition de mouvement particulière. On ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon, je me fais engueuler. C'est du street art, en fait, hein, mais éphémère. Monsieur Wang m'a dit qu'il était calligraphe. Par contre, c'est la première fois qu'il fait ça. On va voir ce que ça donne, mais surtout, il va me montrer ensuite comment se passe vraiment la calligraphie sur papier de riz avec l'encre. Wow, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il cartonne. Vous faites cela depuis combien de temps? Oh, depuis plus longtemps que toi. Au moins 4 ans. Ah, très bien. J'ai l'impression qu'ils se lancent des défis, là. Direct, on rentre dans une espèce de compétition comme ça entre eux, où chacun veut montrer ce qu'il sait faire. Et ça me fait penser vraiment au graffiti ou au street art, où il y a toujours cet esprit d'être le meilleur. Les styles sont complètement différents d'ailleurs. Monsieur Wang est remotivé là. Ça y est, il a trouvé un public qui a l'air d'être digne de lui, de son travail. Et donc il se lance dans des trucs hallucinants.
Ouais, non, c'est pas mal. Hein. J'espère que tu plaisantes, là. Est-ce que tu as vu la subtilité du trait? Sa finesse? Je peux te garantir qu'il y a peu de gens qui savent faire ça. Ils s'amusent, là. Hein. Ils sont entre pros, là. Monsieur Jingxi est calligraphe et antiquaire. Il m'invite à venir découvrir l'essence de la calligraphie dans son atelier-magasin. Ça, c'est l'encre qu'ils utilisaient auparavant. Maintenant, ils utilisent de l'encre déjà liquide. Donc, ils préparaient l'encre dans cet encrier. Et ça, ça a 60 ans. C'était l'encre qu'ils utilisaient pendant la Révolution culturelle. C'est pour ça qu'on a ce portrait de Mao ici. Celle-ci est beaucoup plus ancienne. Elle vient de la dynastie Ming. Ça, c'est de l'encre aussi? Oui, et dessus est écrit le nom d'un artiste très connu. C'est un objet très rare. Je découvre que la calligraphie chinoise est le fondement de sa culture. Âgée de plus de 3000 ans, elle comporte environ 40 000 idéogrammes. Depuis toujours, son esthétique est indissociable de son sens. Le but du calligraphe est simple, dessiner le caractère parfait. Li Tzu déclarait: dans l'écriture d'un caractère, ce n'est pas seulement la composition qui importe, c'est aussi la force du coup de pinceau. Faites que votre trait danse comme le nuage dans le ciel, parfois lourd, parfois léger. C'est seulement alors que vous imprégnerez votre esprit de ce que vous faites et que vous arriverez à la vérité. Une fois la calligraphie terminée, je peux la signer avec 3 cachets différents. J'utilise souvent celui de mon nom propre, ou alors celui de mon atelier, et parfois celui de mon pseudonyme. Je les ai gravés moi-même sur des pierres de Chine. Là, je ne vais pas signer cette calligraphie avec mon tampon habituel. Il est bien trop gros. Mais par amitié pour toi, je vais utiliser celui-ci, qui est plus petit, et enfin celui-là, qui signifie souvenir éternel. Je suis ravi de t'avoir rencontré, Julien, et je te souhaite un excellent séjour en Chine. C'est très gentil. Merci. Bye bye. Bye bye. Malgré l'incroyable transformation qui secoue la Chine, je suis surpris de découvrir dans la calligraphie une culture si vivante. Je comprends que c'est en préservant leur plus riche héritage que les Chinois conservent leur identité. Je viens de quitter Pékin et là je suis à Chongqing, dans le Sichuan, au plein milieu de la Chine. À Pékin il faisait 40 degrés, ici il doit faire au moins 45. Pas mal de surprises m'attendent puisque ici aussi, il y a toute une génération qui s'est amusée à peindre les rues de la ville. Alors le district de Chongqing est une des villes les plus habitées de Chine, avec environ 30 millions d'habitants. Elle a une des croissances de population les plus importantes au monde. Ça n'arrête pas de construire, ça n'arrête pas d'arriver ici, des campagnes, pour habiter en ville. Voilà, c'est pour ça que j'ai traversé toute la Chine. Chongqing, la ville de la démesure,
Il y a des graphes partout, partout, partout. Ils ont peint toutes les maisons. C'est une expérience, une espèce d'expérience artistique. Ils ont décidé de repeindre tout un quartier entièrement. Tous les magasins sont peints, les pignons, les murs, il y a des graphes là, sur tous les murs là-bas c'est graffé. C'est unique au monde un quartier comme ça. Ça va du graffiti européen à des choses un peu à la Keith Haring, un peu plus naïves. Là on a des espèces de fonds un peu freestyle en couleur. On n'est pas à New York, en Hollande ou je ne sais quel pays avant-gardiste au niveau artistique. On est au fin fond de la Chine. Et ben pourtant voilà ce qu'ils font. C'est magnifique parce que ça devait être un quartier qui ne devait pas être terrible avant. Et le fait de l'avoir peint, ça lui a redonné une vie, une âme qui est hallucinante. Mais c'est un truc de dingue. Les immeubles là, c'est complètement fou. Plus que la qualité des peintures en elles-mêmes, le plus impressionnant, c'est l'ampleur de la performance. C'est d'avoir réussi à faire tout le quartier comme ça. Et quand la peinture s'inscrit ensuite dans la ville, avec les gens qui vivent, avec le petit marché en bas, avec les commerçants, les gens qui passent, ça devient une œuvre d'art, une œuvre d'art gigantesque. Ici, vu qu'on est dans un état, entre guillemets, dictature, quand l'État décide de faire quelque chose, il le fait. Et voilà. Ce genre de projet, c'est une manière de démocratiser l'art, d'amener l'art dans la rue. C'est-à-dire que ça ne soit pas seulement pour les galeries ou pour l'art contemporain ou pour les gens qui ont de l'argent, mais d'arriver à en faire profiter tout le monde. Oh là là, il est dingue celui-là. Ça donne des idées, hein. Quand on regarde la banlieue en France, voilà, il faut un peu de peinture. Je propose à tous les maires des quartiers difficiles de la périphérie de Paris ce projet. L'autre intelligence qu'ils ont eue, c'est de ne pas faire des représentations figuratives. C'est des formes incomplètes, des formes qui s'enchevêtrent, qui se transforment. Ce qui fait qu'on n'a pas l'œil forcément attiré plus par un endroit que par un autre. Mais alors le pied, le kiff, le bonheur, la cerise sur le gâteau, c'est que ce quartier n'est pas du tout connu des touristes. J'ai l'impression qu'il est que pour moi ce quartier. Que pour vous, les gens de la télé. Moi, ce que j'aimerais savoir quand même, c'est qu'est-ce qui est passé par la tête des gens qui ont eu l'idée d'un projet aussi ouf. Monsieur Chou. Ni hao. Moi, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai jamais vu un projet aussi gigantesque que celui-là. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Ici, c'est le quartier où habitent les profs et les étudiants. Il n'était pas en très bon état, et la mairie a eu l'idée de le repeindre pour en faire un quartier d'art. Et quelle sera la prochaine étape alors? On voudrait transformer les abords du fleuve de la même manière, afin de faire venir encore plus d'artistes et d'entreprises orientées vers l'art. Le but est de créer une dynamique de groupe. Ce qui est très innovant dans un projet comme ça, c'est que d'une façon, vous vous intégrez au quartier en peignant les maisons des habitants, et d'une autre, vous avez une renommée internationale aussi. Ça développe l'image de marque de notre ville. C'est très important pour l'avenir. La rue fait environ 1 km et on a recouvert 50 000 m² de murs. Détruire n'est pas la seule solution pour développer les villes. Ici, c'est la démonstration que la rénovation par l'art peut marcher, si on s'en donne les moyens. J'espère qu'on sera pris en exemple ailleurs.
C'est là que j'ai envie de peindre. Ni hao. Je suis venu ici pour voir le quartier et j'avais envie de peindre là sur le mur. Ah, il te faut une autorisation. Non, tu peux pas. Ok. Donc direction la mairie. Je n'ai pas le temps de chercher une autorisation. Reste une seule solution, tenter le coup de bluff. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Ok? C'est bien. Ça vous plaît? Vas-y, tu peux le faire. Chéché. Toujours le meilleur moyen de se faire des potes quand on voyage. Choisir un bon petit coin de rue avec des petits commerces et peindre. J'ai trouvé mon échelle. Elle est mortelle, elle est en bambou, super légère. Vive la Chine! Et là, je crois que je me suis fait un pote. Chéché. Te voilà depuis ce matin en train de regarder. Toi aussi, tu fais de la peinture? Oui, je peins aussi. J'adore faire des lettrages. C'est une branche qui évolue vite. Et toi, tu peins depuis quand? 14 ans. C'est quoi les différences entre les graffitis chinois et français? Très différent. Ce qui me semble intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de Chinois qui font du graffiti avec une influence chinoise et la population le reçoit bien. Par exemple, je viens ici, je fais mon personnage, tout le monde vient me voir, les gens, je leur ai montré un petit dessin, ils ont accepté. Ici, les gens ne comprennent pas trop les lettrages. Ils préfèrent quand c'est des personnages. C'est plus simple à comprendre. Et pourquoi justement vous ne faites pas des lettrages en vous basant sur l'alphabet chinois? Les caractères chinois sont très compliqués. Alors si on les transforme, ils perdent leur sens. Votre alphabet ne comporte que 26 caractères, alors que le nôtre, c'est des milliers. Du coup, je préfère attendre un peu avant de m'y atteler. C'est très bien. Tu devrais écrire quelque chose maintenant. S'il vous plaît. Qu'il est mignon ce petit garçon. C'est très très beau. Ça vous plaît alors? Est-ce que je fais un truc qui sort du nez du type ou est-ce que je fais un truc qui sort d'en bas du type? Ou de l'oreille du type? De l'oreille, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait. Ça s'accorde parfaitement avec les dessins dans la rue. Instant final, je signe la peinture. Donc ça m'a permis de passer une journée dans ce quartier et pour moi c'est le meilleur moyen de communier avec les gens et de les rencontrer. Parce qu'on est là du matin au soir, donc on voit tout. Le matin il y avait le marché, l'après-midi c'était plus calme, les gens rentrent chez eux parce qu'il fait hyper chaud. J'ai eu un aperçu de ce qu'un quartier populaire chinois pouvait être pendant une journée de semaine. Tu veux une pastèque? Allez, faut payer. C'est pas évident de pouvoir assister à ce genre de choses. Faut se faire accepter. Et moi, la meilleure façon, c'est de leur faire un cadeau. De leur donner ce dessin. Et ça a marché. Et ça, c'est des moments privilégiés que seule la peinture me permet d'avoir. Pour moi, c'est mon moyen de communier avec les gens et de les connaître. C'est vraiment un dessin magnifique. Même en le voyant de loin, c'est beau.
Vraiment, merci d'avoir fait ça dans notre quartier. Ta peinture est vraiment très belle. Vraiment très belle. Merci, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. J'ai pas envie de finir, hein. J'ai pas envie de partir de ce quartier, moi. Mais bon, c'est fini. Ça y est, il a fini. Bon, bah tu vas l'emmener en voyage. Allez, bonne route. Je pense pas que je reviendrai un jour dans ce quartier, mais en tout cas, je laisse un peu de moi avec ce dessin. Et c'est un quartier qui m'a vraiment touché. J'ai fait des belles rencontres. Au revoir, monsieur. Au revoir. Hello. Au revoir. Hello. Salut. Moos, le jeune graffeur rencontré à Chongqing, m'a invité à venir découvrir sa ville d'origine, Kangding, une localité de 100 000 habitants à la frontière du Tibet. Pour cette dernière étape, je m'enfonce encore un peu plus au cœur de l'Empire du Milieu. On vient enfin d'arriver à Kangding après 10 heures de route, donc 4 de montagne qui étaient blindés de camions énormes. On a cru mourir 20 fois. Et là, il y a son papa qui nous a attendus et qui nous a préparé à manger. Là, tu vas goûter une spécialité du Tibet à la pékinoise. Je suis aux portes de l'Himalaya. C'est vraiment le début du Tibet. Ici, il y a la moitié de la population qui est tibétaine et l'autre moitié qui est chinoise. C'est une culture qui est complètement différente. Donc ça, c'est pas le dessert, c'est de la viande de yak séchée. C'est super bon. C'est ce qu'on mange tous les jours, moins 4 fois par jour. Matin, midi, soir. Et puis à 4 heures. See you tomorrow. Salut. Salut. T'as bien dormi? Ça va? Très très bien, merci. Très calme ici. Et c'est très frais. Bien plus frais qu'à Chongqing. La pochette surprise avec du riz gluant. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller au temple. Mais avant, je vais te montrer mes graphes en ville. Donc t'es vraiment le seul à faire des graffitis ici? Oui, le seul. Il n'y a que toi. Donc t'es un peu la pop star locale. Venir à Kangding, c'est comme pénétrer dans un autre monde. Bien que chinoise, on y reconnaît l'influence tibétaine à chaque regard. Comme toute autre agglomération chinoise, elle subit la modernisation à marche forcée imposée par le gouvernement. Mais Kangding reste aussi traditionnelle, à travers ses peintures et ses images bouddhistes. Les graffitis de Moos, si occidentaux et modernes, sont surréalistes dans cette ville de montagne. J'admire son courage et son talent, mais j'entreaperçois aussi dans chacune de ses peintures la menace d'un modernisme uniforme.
L'ultime cadeau de Mauss, me faire partager la richesse de sa culture et découvrir l'art du Thangka, ces peintures tibétaines à l'histoire millénaire. Pour cela, nous montons vers la lamasserie qui domine la ville. Ça, ce sont des drapeaux de prière. Tu vas aller les accrocher là-haut. Ensuite, tu formuleras des vœux. Et le vent lira tes prières pour exaucer tes vœux. Ensuite, tu les lanceras en criant « Lasso ». Tu fais cette offrande pour qu'il te protège. Donc là, c'est un moment très solennel, puisque je fais une offrande à Bouddha pour demander sa protection. Après avoir fait mon offrande, je découvre un premier Thangka. Je voudrais tenter d'intégrer ces techniques dans mon travail pour mes lettrages et essayer de créer quelque chose de nouveau. Parce que c'est ça ma culture. Je pense que c'est une très bonne idée de faire ça. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas le but, mais plutôt le chemin. Les Thangkas sont une des principales formes d'expression de la culture et de la religion au Tibet. Inventés au 7e siècle, ils représentent des divinités, des paysages ou des mandalas. L'incroyable profusion de détails et de couleurs est destinée à faciliter la méditation. Contempler un Thangka, c'est une expérience pour les yeux, mais aussi pour l'âme. À proximité du temple se dresse un shorten, où les drapeaux incarnant les vœux et les rêves des pèlerins sont accrochés. C'est au sommet de cette montagne, au milieu de ces rêves portés par le vent, que mon voyage s'achève.